your childhood trauma? A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI. Bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on se fait plaisir. Salut, moi c'est Anaïs et je te décerne le badge de la podcasteuse la plus stylée. Oh, merci. Et moi, c'est Marie et entendez mon rugissement féminin. Aujourd'hui, on entame notre exploration des épisodes de séries pour mieux nous connaître. Pendant plusieurs semaines, on va vous parler de nos épisodes de séries préférés, ceux qui nous ont le plus marqués, qui restent avec nous encore des années plus tard. Et on commence cette semaine avec une série qu'on adore, dont on a déjà parlé à de multiples reprises. Pas forcément dans Amis, même si on l'a mentionné de nombreuses fois forcément, mais beaucoup dans PIC TV. On lui avait non seulement consacré un épisode entier, mais on avait surtout interviewé Mike Schur, qui est son co-créateur. Qui était en studio, physiquement, avec nous à Paris. Ça nous a beaucoup marqué. C'était incroyable, on l'a touché. Le début de l'interview était très professionnel et la fin, c'était juste du fangirling sur Parks and Rec, où on lui disait juste « ça, c'est ma scène préférée et cette scène, elle est géniale ». La série en question, c'est donc Parks and Rec, Parks and Recreation, une sitcom qui a été diffusée entre 2009 et 2015 et qui est co-créée donc par Mike Schur et Greg Daniels, qui était le créateur aussi de la version américaine de The Office. Mike Schur travaillait sur The Office et on retrouve dans Parks and Rec l'aspect mockumentaire qui a rendu The Office célèbre. Plus particulièrement aujourd'hui, on va vous parler de l'épisode 4 de la saison 4 qui se prénomme Pony Rangers et qui Les Petits Rangers. Les Petits Rangers et qui est disponible sur Canal+ à la location et Amazon aussi. Amazon à la location partout aussi. De manière payante. Exactement, c'est très pénible, mais que voulez-vous Ça devrait être un droit fondamental d'avoir accès gratuitement ou en tout cas avec un abonnement de streaming à Parks and Recreation, mais c'est clair parce que c'est bon pour le moral. Tout à fait. Anaïs, c'est quoi le pitch de Parks and Rec pour ceux qui l'ont pas vu? Parks and Rec, c'est une série donc documentaire qui suit le quotidien du département des parcs et des loisirs d'une petite ville de l'Indiana qui s'appelle Pony. Et donc, c'est une série qui se moque gentiment des services publics et de leur inefficacité et aussi du caractère banal des petits problèmes de politique locale que les membres du gouvernement local doivent gérer. Et contrairement à The Office, qui avait quelque chose de très mordant et de très cringe et parfois d'un peu cruel envers ses personnages, tout le leitmotiv créatif de Parks and Recreation, c'est de réussir à nous faire rire tout en étant bienveillant et donc avec des personnages qui sont fondamentalement bons et gentils et très rigolos. Tu dirais que ça se moque des services publics parce que moi je pense au contraire que ça montre que même à leur niveau très petit, la façon dont on peut changer les choses et avoir une influence sur la vie des gens, quoi. Enfin, je trouve qu'au contraire, c'est une série qui est hyper pro-service public. Oui, mais je pense que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que ça se moque quand même de leur quotidien et du côté totalement ridicule et banal de certaines réunions qu'ils vont faire et de tous les petits problèmes, en fait, auxquels on pense pas quand on pense à la politique. C'est-à-dire que eux, ils doivent gérer le fait qu'il y a trop de ratons laveurs dans la ville ou gérer les mécontentements de certains habitants sur des trucs qui peuvent paraître totalement anodins, mais qui sont extrêmement importants, effectivement, pour la vie quotidienne des gens, peut-être plus qu'un budget national qui est quelque chose qui peut paraître très abstrait pour plein de gens. Oui, et puis je pense que ce qui est appréciable dans la série aussi, c'est que ce que tu disais, c'est comme c'est très bienveillant et on a des personnages qui sont admirables, c'est des gens qui investissent énormément d'énergie et de passion dans des petits problèmes du quotidien, quoi, et qui mettent autant d'énergie que si... Enfin, on va en parler, dans la saison 4, il y a une élection locale, qui est une élection en plus super locale. C'est quand même pour être au conseil municipal, c'est même pas pour être maire, c'est pour être au conseil municipal. On a l'impression que c'est l'élection du président de la République, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Mais c'est ça qui fait un peu le brio de la série. Et dans la série, on va suivre tout particulièrement Leslie Knope, qui est au début de la série directrice adjointe du service des parcs et loisirs et qui est jouée par Amy Poehler et qui est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste et positif et un petit peu agaçant au début de la série. Et puis, ils ont décidé de réécrire un petit peu son personnage et de le réajuster au fil de la saison 1 parce qu'ils comprenaient qu'elle était peut-être un peu too much pour le public. Mais c'est un personnage qui est aussi extrêmement bienveillant, brillant, voilà, féministe, féminine et très, très, très amusante. Et déterminée. Et d'une manière qui peut
paraître parfois un peu terrifiante. C'est vrai. Et elle est accompagnée d'un entourage où tout le monde a un peu son shtick, son trait de caractère particulier. Ils sont tous assez réjouissants. Et c'est un petit peu tous des bras cassés, mais de manière sympathique. Ouais. J'ai pas revu toute la série, moi, en entier depuis longtemps, mais je sais que toi, c'est vraiment Moi, c'est régulier. Ouais, voilà, un revisionnage très, très, très fréquent. Au moment où on arrive à cet épisode de la saison 4, on en est où dans la série ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Ce qui s'est passé juste avant, la saison 3, c'était vraiment le fait de sauver le département de Parcs et Loisirs, qui était menacé par des coupes budgétaires. Et donc, Leslie a mené à bien un projet qui s'appelait le Festival des récoltes. Le Harvest Festival. Exactement. Qui était un événement énorme et ça a été une grosse réussite. Donc, toute la saison 3 tournait autour de ça et la saison 3 tournait aussi énormément autour de son rapprochement et de sa tension sexuelle avec Ben Wyatt, qui était donc en charge des coupes budgétaires, qui a commencé un peu comme un ennemi quand il est arrivé à la fin de la saison 2, mais très vite, ils ont découvert qu'ils avaient des affinités, beaucoup d'admiration mutuelle. Et au fil de la saison 3, ils se rapprochent tout en sachant qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une relation parce que Ben est techniquement le supérieur de Leslie et que c'est donc interdit. Et à la fin de la saison 3, Leslie, forte de ce succès, se voit proposer par un parti politique local de se présenter aux élections pour le conseil municipal. Et donc, le début de la saison 4, là on est dans l'épisode 4 de la saison 4, mais le tout début de la saison 4, c'est elle qui essaie de cacher à Ben pendant quelque temps qu'elle se présente à cette élection parce qu'elle sait que le moment où elle va devoir rendre tout ça officiel, elle va devoir rompre avec Ben parce que ça serait un scandale en devenir sa relation avec lui. Et en fait, l'épisode 4 arrive après la rupture. Ben est très compréhensif, au contraire, il avait compris qu'elle s'était présentée et donc... Mais il est très triste. Il est très très triste, elle aussi. Elle va pas très bien accepter la rupture, mais cet épisode, ce qui est intéressant, c'est que les passages autour de la rupture sont plus centrés autour de Ben et de son ressenti à lui, de sa tristesse à lui, le pauvre. Voilà, donc on arrive à ce moment-là, donc elle est en plein dans le lancement de sa campagne. Toute la saison 4 tourne autour de la campagne et de cette relation toujours avec Ben. Et là, c'est un peu un épisode... unique dans la saison 4, dans le sens où là, on parle pas vraiment de la campagne, quoi. Par contre, il y a toujours cet élément sur la rupture. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode, Anaïs ? Dans cet épisode, donc Ben est très triste, comme tu viens de le dire, et Donna et Tom, qui sont deux employés de la mairie, vont l'inclure dans une sortie annuelle qu'ils appellent Treat Yourself et qui consiste à se faire plaisir de manière extravagante et sans culpabilisation. Or, Ben, qui donc est responsable des coupes budgétaires à la base, est quelqu'un qui ne s'autorise pas beaucoup de plaisir dans la vie et qui là est très déprimé, donc c'est totalement à l'opposé de ses instincts à lui. Donc il va apprendre à se détendre un petit peu grâce à Donna et Tom. Et à côté de ça, il y a Leslie qui organise un week-end scout pour filles avec son club qu'elle a créé qui s'appelle les Pony Goddesses et qui est en fait un club qui est censé un peu rivaliser avec le club de scout masculin qui est géré par Ron Swanson, qui est le chef du département des parcs et loisirs, qui est un libertarien très froid et anti-gouvernement et très macho, même si c'est un personnage qui est très attachant et très divertissant. Et donc voilà, il y a une rivalité qui va s'installer dans tout l'épisode entre les deux clubs qui sont très très opposés. Lui qui est pour la survie à la dure. Ouais, et, c'est un survivaliste. Ouais, voilà, son manuel de scout qu'il a écrit lui-même contient juste une phrase, c'est soyez un homme. Et elle organise des soirées marshmallow. Ouais, ou des soirées chiots et bataille d'oreillers. Et elle décerne des badges à tout le monde pour les féliciter de trucs divers et variés. Donc il y a une vraie division genrée au début, mais qui va pas l'être pendant tout l'épisode finalement. Et idéologique, vraiment profondément idéologique. Et les Pony Goddesses ont été fondées parce que une fille avait voulu intégrer les Pony Rangers et s'était vue refuser l'admission parce que c'était une fille. Et donc il y a ce club de scouts divergent qui a été créé à ce moment-là. Et il y a une toute petite intrigue tertiaire qui est Chris Traeger, qui est joué par Rob Lowe, qui est aussi un personnage très très amusant, qui est tout seul au bureau et qui se retrouve à déjeuner avec Jerry, le souffre-douleur du bureau, et sa fille, qui est magnifique et qu'il va donc ensuite dater. Pourquoi on a choisi cet épisode ? C'est toi qui as choisi cet épisode. Oui, voilà. C'est moi qui l'ai choisi. Il y en a d'autres qui sont peut-être mieux ou plus haut dans notre liste de préférés et dont on avait aussi parlé dans notre épisode avec Mike Shore. Moi, j'adore celui-là pour la séquence Treat Yourself avec Ben, qui est peut-être la vidéo que j'ai le plus revue en fait sur YouTube avec Tom Holland qui danse sur Umbrella. C'est
pour moi, un des meilleurs moments, voire le meilleur moment de toute la série. Et donc, je m'en lasse pas. Et comme ce moment appartient à cet épisode, les autres intrigues me font beaucoup rire aussi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un des trucs les plus emblématiques en fait de Parks and Rec qui est resté des années plus tard. Si je devais choisir un épisode, ce serait soit Flu Season, dont on avait parlé justement avec Mike Schur et dont on avait parlé quand même pas mal dans notre épisode de Pic TV sur Parks and Rec, donc on s'était dit qu'on n'allait pas le refaire. Et il y en a un autre qui s'appelle The Comeback Kid, qui est dans la saison 4, qui est incroyable. C'est au moment où Leslie, en fait, décide de mener sa campagne toute seule parce que le parti politique qui la suivait l'a laissé tomber parce qu'elle s'est remise avec Ben. Et il y a une scène d'anthologie dans une patinoire pour son premier meeting qui tourne au désastre. C'est un des trucs qui me fait le plus rire au monde. Et quand on en avait parlé avec Mike Schur, j'étais trop contente parce qu'il avait cité cette scène aussi sans qu'on lui en parle. Donc j'adore celle-là, mais c'est vrai que quand tu m'avais parlé des Pony Rangers, j'étais pas forcément emballée. Et c'est marrant parce qu'au même moment, autour de la même période, je l'ai montré, enfin, j'ai fait découvrir la série à mon copain pour la première fois. Il l'avait jamais vu. Et cet épisode a provoqué une hilarité générale et de ma part aussi. Donc je me suis dit, c'est vrai qu'il est vraiment très bien parce que toutes les intrigues sont bonnes en fait. Ouais, et en fait, il n'y a pas une seule réplique qui ne soit pas une blague. Ouais. C'est un condensé. L'épisode dure 20 minutes et tout est drôle, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment un très très bon épisode, mais c'est vrai que c'est pas le plus mémorable si on enlève Treat Yourself. Alors qu'il y en a un, par exemple, celui du filibuster qui me fait mourir de rire. Ah oui. C'est celui du filibuster où elle est malade? Non. Non, celui où elle est malade, c'est la Flu Season. Ah oui, voilà, ouais, se met son jean en écharpe autour du cou. Oui, c'est la grippe, ça s'appelle, c'est dans la saison 3. Ouais. Et non, c'est le début de leur relation, en plus, enfin, le début de la tension sexuelle avec Ben. Ouais. Cet épisode est parfait du début à la fin. Ouais. Bon, parlons un peu des intrigues. C'est ça, on a déjà tout parlé. La première intrigue, donc, c'est celle qui donne son titre à l'épisode. C'est l'intrigue principale, même si c'est pas Treat Yourself. C'est celle, donc, des Pony Rangers. Ce qui est intéressant avec cette intrigue, et je pense ce qui fait qu'elle fonctionne vraiment très très bien, c'est que c'est un super terrain de jeu pour Ron Swanson, qui est, honnêtement, lui et Andy, c'est vraiment les personnages qui... Et je dirais Ben Wyatt aussi. C'est les personnages qui ont les meilleures répliques et les moments les plus drôles de toute la série en général. Ouais. Et Ron, c'est assez systématique, c'est-à-dire qu'il a les meilleures répliques, il a un shtick. Nick Offerman, qui joue le rôle, est vraiment excellent. Et là, toute l'intrigue de l'épisode joue sur ça, joue sur son côté survivaliste. C'est le mec qui enterre son argent sous forme d'or dans son jardin, qui refuse que son adresse soit connue de quelque service public qui soit, qui a commencé à travailler à la mine quand il avait 7 ans, tout en allant à l'école. Il y a un côté très très marrant, et là, c'est vraiment du concentré de Ron Swanson dans cet épisode. Oui, je pense que c'est celui qui est devenu le plus un mème aussi en dehors de Parks and Rec. Et là, c'est très très drôle. En fait, toute la série joue sur la contradiction entre le fait qu'il travaille et qu'il dirige un service public et qu'en même temps, il est totalement anti-gouvernement. C'est un personnage qui serait sans doute plus difficile à accepter s'il était dans une série créée aujourd'hui. Oui. Parce que son rapport à la politique paraissait totalement absurde à l'époque, et aujourd'hui, en fait, les mecs comme ça dirigent les États-Unis, et donc c'est pas rigolo du tout à l'heure actuelle. C'est ça qui est marrant avec Ron, c'est que même Mike Schur nous en avait parlé en fait quand il était venu, c'est-à-dire que ils ont réussi à créer un personnage profondément sympathique sur des idées qui le sont franchement pas beaucoup. Mais c'est parce que je pense que Ron Swanson a une honnêteté morale et une droiture, en fait, et il a un respect pour les autres qui fait qu'on sent que c'est un personnage qui est profondément honnête, droit et gentil. Et donc, ces quirks idéologiques et le fait qu'il soit anti-gouvernement, qui dirige une équipe gouvernementale, mais en fait, c'est parce qu'il veut l'infiltrer de l'intérieur pour détruire le gouvernement, mais en même temps, il le fait avec un entrain qui est assez réjouissant, mais sans jamais vraiment y mettre une quelconque malice ou quoi que ce soit, et sans vraiment mettre des bâtons dans les roues de Leslie, qui arrive très bien à faire son travail, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est assez passif. C'est-à-dire que lui, sa prise de position, c'est de dire « je suis le chef du service, mais je fais absolument rien de mes journées, et donc je ne vais pas favoriser le développement de tous les projets du gouvernement ». Mais il n'est pas non plus en train d'essayer de détruire forcément tous les projets qui ont lieu au sein du service. Donc c'est quelque chose de suffisamment tolérable pour le spectateur. Et en plus, c'est un libertarien anti-gouvernement, limite un peu complotiste, on pourrait dire, sur certains aspects, notamment la question de l'or, tout ça, mais qui n'a pas tous les biais qu'on peut retrouver dans la réalité, c'est-à-dire qu'il est absolument ni sexiste, ni raciste, ni homophobe. Voilà. Donc, c'est ça qui rend le personnage acceptable aussi dans le cadre de la fiction. C'est un personnage qui a été créé dans une ère, Parks and Rec, c'est un pur produit de l'ère Obama, c'est-à-dire que c'est une ère où on
admire la politique américaine, où on est très optimiste. Et en fait, Ron, c'est limite un contre-pied un peu bienvenu au côté très plein d'entrain et plein d'optimisme de cette ère-là. On aime bien avoir ce cynisme-là dans ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand tu penses à quelqu'un qui infiltre les services publics américains pour les rendre le moins efficaces, pour faire des coupes budgétaires, tu penses à Elon Musk aujourd'hui et c'est plus drôle du tout, en fait, parce que c'est un mec qui fait un salut nazi sur scène. Ron Swanson, c'est pas du tout cet esprit-là, mais c'est une série qui est le pur produit de son temps aussi, c'est-à-dire que t'as Joe Biden qui est l'idéal masculin de Leslie Knope, qui fait des caméos dans la série d'ailleurs. Par exemple, c'est marrant parce que d'ailleurs Ron n'est pas un héros de la sphère des masculinistes en ligne du tout, parce que c'est aussi une blague sur les masculinistes. Mais il a des très très bonnes réparties. Et là, on voit par exemple à un moment, il demande est-ce que vous avez des restrictions alimentaires Et la réponse générale c'est non. Et il dit correct. Vous n'avez aucune restriction. Il dit bien sûr que non, vous n'avez pas de restriction alimentaire, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est un peu son esprit et oui, c'est un mec anti-woke, mais à une époque où tout le débat débile autour du wokisme et très sinistre autour du wokisme n'était pas aussi présent dans la sphère sociétale et politique qu'à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Et puis c'est un vrai libertarien dans le sens le plus pur du terme, qui en fait, il y a beaucoup de gens qui se réclament de cette idéologie aux États-Unis et même en France et tout. Mais c'est l'idée que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et qu'on l'emmerde pas, quoi. Donc il a un côté justement sur tout ce qui est liberté individuelle, aussi bien liberté de culte que liberté sexuelle ou des choses comme ça. Il a zéro jugement. Donc ça reste un personnage qui est très très positif. Mais c'est marrant de le revoir aujourd'hui, certains de ses discours, parce qu'il y a une phase beaucoup plus sombre de ça qui existe dans l'actualité, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ça montre vraiment tout le brio d'écriture de l'équipe de Parks and Rec, parce que dès le début, il explique que ce club des scouts a été créé pour que les garçons puissent apprendre à survivre dans la nature sans être distraits par les filles. Et donc tout de suite, ça pourrait devenir quelque chose de sexiste. Et en fait, immédiatement après, il dit à Leslie, mais moi j'ai rien contre les femmes fortes, puissantes, etc. Toutes ces femmes l'ont été. Ouais, exactement, c'est ça. Toutes ces tamies ont été très fortes. Il y a toujours un équilibre très très fin dans l'écriture de ce personnage qui fait qu'il bascule jamais d'un côté trop sombre. Oui, et tu sens qu'il n'est pas en train de compenser quoi que ce soit, en fait. Ouais. Du côté des Pony Goddess, donc tu le disais, c'est bataille de polochon, concours de dessin et des choses comme ça. Et débat rhétorique aussi. Débat rhétorique, oui. Et il y en a une qui se sent un peu lésée, c'est Anne. J'aime beaucoup Anne dans cet épisode parce que on peut ressentir ce qu'elle ressent, quoi. Elle essaie à chaque fois d'impressionner. C'est toujours très dur d'impressionner des adolescentes. C'est clair. Et là, elle fait de son mieux et ça ne fonctionne absolument pas. Anne, qui est jouée par Rashida Jones et qui est un peu la meuf parfaite par rapport à tous les autres personnages de la série. Quand on la découvre, bon, déjà, Rashida Jones est magnifique. Leslie est en admiration totale devant elle à chaque fois et elle lui fait toujours des compliments superlatifs assez rigolos. Your brain is almost as perfect as your face. And Anne is the greatest human being ever invented. You beautiful tropical fish. Oh, Anne, I always forget because you're so pretty you're not used to rejection. Anne, you beautiful, sassy mannequin come to life. Et c'est aussi la personne la plus basique de la série qui va toujours observer d'un air incrédule ou amusé ce que tous ces fous font autour d'elle. Et donc parfois elle a un personnage qui est un peu ingrat alors que Rashida Jones a un super timing comique. Mais dans cette série elle n'est pas toujours utilisée pour ça. Et c'est vrai que dans cet épisode c'est chouette parce que cette femme qui est magnifique, parfaite, qui est infirmière, enfin vraiment tout ce qu'elle a dans sa vie est parfait et fonctionne bien. Et là elle est extrêmement rabaissée parce qu'elle n'arrive pas à atteindre le niveau de cool, quoi. Et de perfection de toutes ces filles où elles sont chargées, par exemple, de faire des petites marionnettes avec des bouts de bois ou je sais pas quoi. Et il y en a une, elle a 8 ans, elle dit, moi, j'ai fait Gertrude Stein. Et en fait, Anne, elle montre son espèce de marionnette toute pourrie. Et elle dit, non, mais je vais la jeter dans le feu parce que clairement, elle est vraiment ratée. Donc, c'est vrai que tout ce qu'elle essaye de faire ne marche pas. Et donc, c'est un peu un contre-pied à toutes les autres fois dans la série où on la voit être cette femme un petit peu parfaite et très lisse. Là, elle arrive pas à l'être, quoi. Elle va jusqu'à acheter un poisson chez le poissonnier pour prétendre qu'elle vient de le pêcher pour impressionner les garçons, en vrai, parce que oui, ce qui se passe dans l'épisode et ce qui est intéressant sur cette intrigue-là, c'est que justement, on commence l'épisode sur un clivage genré très clair, puisqu'en plus, les déesses de Pony ont été créées en réaction à une exclusion de filles, quoi.
Et là, en fait, il y a un garçon des Pony Rangers qui vient voir les déesses et qui dit « J'en peux plus de dormir sous une bâche dans la boue avec Ron Swanson. Est-ce que je peux venir faire des marshmallows grillés avec vous, quoi ?» Et au début, Leslie, elle est tellement dans un esprit de compétition parce que c'est sa nature qu'elle est tout ce à quoi elle pense, c'est « Ah, j'ai gagné ». Et elle lui dit « Bah non, désolé, tu peux pas venir parce que c'est pour les filles. » Et il y a une des filles et après, elle dit « Regardez, j'ai commandé des chiots. » Et il y a une des filles qui dit « Mais est-ce que ça n'est pas justement contre l'esprit des déesses de Pony de rejeter la candidature d'un garçon ?» Et en fait, ils finissent tous par rallier les déesses de Pony. Ouais, c'est ça. Et Leslie est même agacée parce qu'elle dit « J'ai créé des petits monstres qui ressemblent tous à Leslie Knope. J'en suis à la fois très fière et très agacée. » C'est ça, sur les petites qui... Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a une dans le groupe qui, on le voit dès le début, elle a un peu des cernes, elle fait un peu peur. Et en fait, à la fin, elle va rejoindre le groupe de survivalistes de Ron, qui est vraiment fait pour les durs, plutôt que le club des Pony Goddesses. Donc, il y a quelque chose aussi de très tendre et de très progressiste sur le fait que cette division genrée est totalement abolie à la fin de l'épisode. Il y a un moment qui est très mignon où Ron quand même se retrouve le pauvre tout seul. Même Andy, qui était son numéro 2, l'abandonne pour aller rejoindre la cabane des déesses. Et jouer avec les chiots. C'est ça. Et en fait, Ron se retrouve tout seul face au feu et il est un peu perdu. Il a l'impression de pas comprendre les jeunes d'aujourd'hui qui pensent à s'amuser plutôt qu'à survivre. Et en fait, à la fin, Leslie, qui est très attentionnée, c'est une de ses traits de caractère les plus remarquables, passe une annonce dans le journal et a créé un nouveau groupe qui s'appelle les Swansons. Et c'est des survivalistes et toute l'annonce, c'est vous préférez dormir dans la boue que bien au chaud chez vous, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, le groupe est beaucoup plus mixte, aussi bien de façon genrée qu'en termes de profil et tout ça. C'est vraiment des futurs soldats, quoi. Et puis c'est super mignon parce que ça montre à quel point Leslie, dans les deux sens en fait, que Leslie et Ron se respectent et s'admirent énormément alors qu'ils sont radicalement opposés en termes d'idéologie et de personnalité. Mais il y a plein de moments dans la série qui rappellent ça. Oui, comme son anniversaire à lui. Exactement. Et c'est vraiment genre, t'es pas du tout la même personne que moi, on n'aime pas les mêmes choses, mais je t'aime comme ça, reste comme tu es. Et c'est super mignon. Ouais. Bon, on va passer à ton intrigue préférée. Ouais. Et l'intrigue qui est rentrée dans la légende, vraiment. Treat yourself. Donatella! T-Mobile! 3 words for you. Treat yourself. Treat yourself 2011! Once a year, Donna and I spend a day treating ourselves. What do we treat ourselves to? Clothes. Treat yourself. Fragrances. Treat yourself. Massages. Treat yourself. Mimosas. Treat yourself. Fine leather goods. Treat yourself. It's the best day of the year. The best day of the year! Je crois que Treat Yourself 2011, c'est un des trucs que je dis le plus alors qu'on n'est plus en 2011. J'ai failli, dans un jour de craquage, me faire tatouer Treat Yourself sur le corps. Elle est folle. C'est quoi le principe de Treat Yourself? Treat Yourself, donc, c'est un principe inventé par Donna et Tom. Donna qui est jouée par Reta et Tom qui est joué par Aziz Ansari, qui sont sans doute les employés les plus dissipés de ce département et les plus extravagants, et c'est pour ça qu'ils sont très 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 marrants. Et donc là, voilà, ils décident tous les ans, une fois par an, de se faire plaisir en passant une journée entière à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin et à dépenser de l'argent de manière irresponsable. Et leur version à eux, c'est d'aller au centre commercial et de se faire des soins pour la peau et ensuite d'acheter plein de choses en cachemire, en cuir. Et donc, ce jour-là, ils décident d'inviter Ben parce que au tout début de l'épisode, Ben est très désagréable avec tout le monde, y compris avec Donna. Et donc, elle dit qu'il ressemble à un tout petit élastique qui est sur le point de craquer. Treat yourself 2011! Oh, Lord. Is he eating soup on a bench alone? Tom. Fine. Come on, rubber band. Come with us. What? What are you... No arguing. And no soup in the bins. Get in. What? Et donc, ils décident de l'inviter parce qu'il leur fait pitié. Et ils savent pas qu'il y a eu une rupture avec Leslie. Oui, parce que la relation était secrète. Mais ils vont découvrir aussi au fil de l'épisode que Treat Yourself est un concept qui peut être décliné de plein de manières différentes, puisque lui, quand il essaye de faire les choses qui leur font plaisir, ça marche pas du tout. Genre, ils essayent ils font de l'acupuncture. Et il dit, je n'ai jamais été aussi stressé de toute ma vie. Et c'est un truc extrêmement anxiogène pour lui. Et il y a un moment où il dit aussi, je suis un novice de la relaxation.
Et donc, ils vont découvrir qu'il faut faire d'autres choses pour que Ben apprenne à treat himself. Et c'est très mignon. Toi, si tu devais organiser une journée de treat yourself, qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi le programme? Ça dépend du budget, mais je pense que si j'essaye de rester un peu dans le même cadre qu'eux, c'est-à-dire que je suis dans ma ville et j'ai un budget normal, je pense que le premier truc que je ferais, c'est d'aller à une séance ciné du matin. Donc genre à 9h du mat, je vais avec un café et quelque chose de sucré, regarder un film toute seule au cinéma. Et ensuite, je pense que j'irai m'acheter, si on reste dans la logique très consumériste de treat yourself, je pense que je m'achèterais sans doute des livres, genre à Shakespeare, tu vois. Et ensuite, peut-être des produits de beauté dont je ne comprends pas le fonctionnement, mais où je me sentirais extrêmement riche et précieuse en utilisant ces produits de beauté. Sans doute une paire de chaussures à talons que je porterai peut-être une fois tous les 3 ans, mais qui me fera vraiment plaisir et que j'exposerai chez moi. Et après, je pense que je me baladerai beaucoup dans le 9e pour grignoter un peu toutes mes choses préférées du 9e arrondissement. Et après, j'irai dîner dans un super resto avec mes amis, y compris toi, sans doute, Jamat. Voilà. Ouais. Et après, j'irai danser le soir dans un bar. Attends, je veux treat myself. Ouais, si je suis pas trop fatiguée, si je suis trop fatiguée, je rentre chez moi et je mate plus de films chez moi, en pyjama, en mangeant des choses très grasses aussi, genre un cordon bleu industriel. Mais non, parce que je suis déjà allée au resto avec vous avant. Et sinon, je vais dans un bar qui passe de la musique rock et je danse jusqu'à 6h du mat. Et toi? Moi, c'est un peu moins intense. Je commence avec un matcha latte au lait d'avoine hors de prix. Genre les trucs qui coûtent 7 €, tu vois. Ouais. Et je vais dans un hammam, dans un bel hammam, et je fais le combo hammam, soin, gommage et bien sûr couscous le midi, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement, pour clôturer le tout, avec un petit thé à la menthe. Ensuite, je vais me balader dans Paris. Je me fais au moins un parc et un peu de bord de Seine. Et puis, je marche, je traverse le Louvre et tout ça. J'évite les passages où il y a trop de touristes. Et je vais à Galignani, la librairie aussi bilingue, pour m'acheter des livres. Et après, je vais à Pâtisserie Tomo, dans le 2e arrondissement, qui est une pâtisserie japonaise. Mais en fait, là, tu décris juste ton week-end voilà, habituel, quoi. Mais oui, mais moi, en fait... Marie, elle se treat herself tous les jours. Mais oui, mais moi, en vrai, c'est ça. Et donc, je vais à la pâtisserie Tomo et je me prends une petite sélection de pâtisseries japonaises avec un thé, genre Gen Matcha ou un truc comme ça, l'été un peu fumé, là, c'est très très bon. Et après, je sais pas, une petite post-sieste chez moi ou quelque chose comme ça. Et après, je retrouve mes amis aussi pour dîner chez Jamat. Ah, trop bien. Voilà. C'est bien parce qu'au moins, on a Jamat en commun. Jamat et la librairie anglaise, quoi. Ouais. Même si j'irais pas à Shakespeare, parce que moi, en fait, le truc de ton programme qui me ferait peur, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, ouais. En même temps, tout ça, c'est en partant du principe que je suis pigiste et que donc je fais ça un mardi, tu vois. Oui. Et que donc il y a moins de monde. Mais c'est vrai que Shakespeare, c'est compliqué d'y aller sans touristes. Ouais, et puis même le shopping, tu vois, pour le coup, j'aime bien faire du shopping, mais il y a toujours un élément un peu trop stressant à mon goût où je dois gérer à la fois les questions un peu chiantes des vendeurs ou vendeuses alors que j'ai juste envie de regarder, même si je sais que c'est leur travail et tout ça, il y a pas de problème. Et surtout les gens, quoi. Je suis complètement d'accord, mais en fait, je pense que si j'essaye de m'en tenir au truc vraiment de treat yourself, ou c'est ce qu'ils disent à la fin à Ben pour lui expliquer le principe, ils lui disent mais si tu devais claquer de l'argent de manière vraiment débile, ou genre t'as pas besoin de dépenser tout cet argent. Et moi, je sais que typiquement, en fait, j'aime pas du tout faire du shopping, mais j'aime bien de temps en temps m'acheter un manteau, une paire de chaussures dont j'ai vraiment pas besoin et qui est genre vraiment extravagant, mais ça me fait beaucoup de bien au moral de faire ça, et donc je vais le faire peut-être une fois tous les 3 ans, quoi. Du coup, je pense que je ferai ça dans le cadre de cette journée et j'irai aux Galeries Lafayette parce qu'il y a énormément de monde, mais j'aime bien aussi le fait que les vendeurs me parlent pas et que je sois totalement anonyme. Alors que dans une petite boutique, on va te faire chier toutes les 5 minutes. Moi, je pense que si je devais claquer de l'argent sur un truc complètement inconsidéré, je l'ai fait récemment, mais c'était avec les bons cadeaux de Noël qu'on a, tu sais, parfois au travail à la fin de l'année. Du coup, j'avais complété après. Je m'étais acheté un parfum Céline. Ça coûte tellement cher, mais c'est parce que j'avais eu un échantillon quand je travaillais chez elle et je l'ai fait tenir pendant genre 4 mois. Et après, j'étais là, je veux ce parfum dans ma vie. Et je me prendrais aussi un autre truc que j'avais eu chez elle gratuitement. C'était une crème Bobbi Brown que j'avais récupérée de l'équipe beauté qui en voulait pas. La crème coûte 130 €. Je ne l'ai jamais rachetée parce que c'est une crème pour le visage à 130 €. C'est absurde, mais je l'achèterai. Ouais, c'est pour ça. Moi, je disais pareil, produit de beauté, où c'est vraiment un truc sur lequel je vais jamais claquer de l'argent au quotidien. Mais du coup, si je veux me faire plaisir, je vais me dire, allez, on y va, quoi. Il y a une scène qui est cultissime dans ce Treat Yourself parce que c'est la première fois que la série fait Treat Yourself et ils vont reprendre ce thème évidemment plusieurs fois parce que c'est une tradition annuelle. Donc il y a plusieurs moments dans la série où on retrouve cette tradition. Là, c'est la
plus marquante, aussi parce que justement, il y a Ben qui n'y comprend rien de rien. So, treat yourself day as just a day where you go to the spa and then the mall. I knew you wouldn't get it. Well, I'm a relaxation novice. Give me some guidance. Listen to me, Bento Box. The point of this is to pamper yourself. Just relax, man. I can't. Something about the sound of harps that makes me nervous. Oh my God! Hi, Donna. Hey, relaxation lesson number 1, acupuncture. Just relax and don't move. This is the most stressed out I've ever been in my life. Ben, listen, I'm gonna talk to you about things you like to take your mind off the needles, okay? Accounting. Trigonometry. Stamps, probably. More of a rare coins guy. Help me! Help me! Ce qui est très drôle, donc, c'est le contraste avec Ben, et c'est surtout le moment où ils vont comprendre. En fait, c'est Donna qui lui dit, bon, en fait, nous, on a notre version du treat yourself. C'est quoi, toi? Et lui, qu'est-ce que c'est? En fait, il lui disait, toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Et là, il leur montre un énorme paquet de chaussettes blanches qu'il s'est acheté. Il dit, je me suis acheté des chaussettes. Et ils lui disent, non, c'est pas possible. Et donc, effectivement, ils se rendent compte que sa version à lui, c'est d'aller essayer un déguisement de Batman hyper musclé. Et de l'acheter. Et de l'acheter avec le masque et le costume, genre hyper rembourré avec des gros muscles. Et c'est très drôle parce que c'est pas du tout la carrure de Adam Scott et de Ben Wyatt. Et il est extrêmement déprimé. Et donc, il est dans son gros costume, tout penaud, en train de se dire, mais oui, vous avez raison, il faut vraiment que je me fasse plaisir. Et ils lui disent, voilà, tu vas acheter ce déguisement, tu vas le porter en sortant du magasin et tu vas te faire plaisir. C'est ridicule, mais c'est comme ça qu'on se fait plaisir. Et il se met à pleurer et c'est trop mignon. Thank you. I really needed this. I gotta treat myself. Uh-oh, Batman's crying. Et à la fin, il joue avec sa cape comme s'il était vraiment Batman, parce que je pense le truc le plus réjouissant de Ben, c'est son côté nerd. Oui. Il adore Game of Thrones. D'ailleurs, dans cet épisode, elle lui dit, mais pourquoi t'es aussi déprimé? Enfin, ils ont annulé Game of Thrones ou quoi? Et il fait, mais ils annuleraient jamais Game of Thrones. C'est un succès à la fois populaire et qui satisfait les fans, donc ça n'arriverait jamais. Et mon autre vidéo que je regarde le plus souvent, c'est la scène où Leslie offre à Ben le trône de fer qui est dans son bureau et où il pète un câble et c'est genre 5 minutes d'improvisation où il fait n'importe quoi et c'est très très drôle. La version dans l'épisode, dans la série, est beaucoup plus courte, elle dure je crois 1 minute 30, mais si vous allez sur YouTube, vous avez les 5 minutes d'Adam Scott qui est juste en train de perdre sa voix et de ne plus pouvoir et et qui lui dit, vas-y, incline-toi devant moi, paysanne. C'est ça, parce qu'au début, elle a jamais regardé Game of Thrones, elle arrive, elle lui dit, Seigneur, le vaisseau spatial est en danger. Il lui dit non. Il lui dit non, Leslie, tu fais n'importe quoi là. Et c'est vraiment très très drôle. Mais en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que bon, Adam Scott, enfin, je sais pas toi, mais moi, je suis amoureuse de lui. Oui, et puis il a un talent d'acteur. Là, ça se voit dans Severance, mais enfin, dans Parks and Rec, pour moi, c'est celui qui a le meilleur timing comique. Il a des moments de brio, mais absolument incroyables en fait. Ouais, il est génial. Et en fait, le petit côté geek de Ben Wyatt, c'est un truc qu'on a retrouvé aussi dans Adam Scott, puisqu'il y a cette vidéo extraordinaire où il rencontre Mark Hamill, qui est déguisé en Luke Skywalker, et il se met à trembler tellement il est ému de le voir. Et donc, en fait, ce côté-là, nerd, hyper attendrissant, c'est le côté le plus choupi de Ben Wyatt. Oui, oui, totalement. Bon, il faut qu'on parle de la dernière intrigue, qui est une sous-intrigue dans l'épisode, mais c'est Chris Traeger qui est vraiment le personnage le plus positif. Et qui est littéralement le personnage le plus positif. Exactement, et qui espère être un jour la personne qui va vivre éternellement. 150 ans, je crois, ou un truc comme ça. Je m'identifie beaucoup. Et il veut courir jusqu'à la Lune et revenir, en termes de distance aussi. Moi, ça me fait rire parce que tu sais, t'as un mec maintenant qui essaie vraiment d'être immortel, ou de ne pas vieillir. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un espèce de milliardaire américain et il a vraiment un look un peu à la Chris Traeger. C'est très très drôle. Putain. Il s'injecte du sang de son fils. Enfin, il fait des trucs hyper chelous. Bref, on va pas. C'est encore une fois un personnage qui est beaucoup moins sombre, mais qui annonçait des choses bien plus dark dans l'avenir proche. Et qui est obsédé par son corps et qui dit que son corps est un rouage parfaitement microchip. Ouais, voilà, parfaitement réglé. Et d'ailleurs, dans cet épisode, à un moment, il va voir Jerry et lui dit tout content qu'il a déjà évacué la salade qu'il a mangée à midi et que ça le rend très heureux.
Et dans cet épisode, il rencontre son équivalent féminin, un peu, Millicent Gurgitch, Millie, qui est la fille de Jerry Gurgitch. Et ça, c'est un des running gags qui est le plus drôle parce que, bon, Jerry, tu l'as dit, c'est le souffre-douleur de l'équipe. C'est assez cruel souvent parce que vraiment, le pauvre, il a rien fait de mal et il s'en prend plein la gueule de la part de ces gens qui sont normalement extrêmement gentils et bienveillants et généreux, mais pas avec lui. On apprend au milieu de la série qu'en fait, il s'appelle pas Jerry, qu'il s'appelle Gary. C'est aussi caractéristique de sa personnalité, c'est que son supérieur l'avait appelé Jerry le premier jour et qu'il n'avait pas osé le corriger et que ça fait 30 ans du coup que tout le monde l'appelle Jerry. Mais quand ils apprennent ça, ils vont pas changer la façon dont ils l'appellent par ailleurs, donc ils sont assez cruels. Et ce qui est marrant avec lui, et là où la série justement se rattrape et lui donne un peu, heureusement, des aspects positifs. Déjà, spoiler alert, il va finir maire de la ville et il va vivre extrêmement vieux. Mais surtout, en fait, sa vie privée est extrêmement réussie puisqu'il a une femme qui est une bombe atomique, qui est absolument magnifique, Gail, et il a 3 filles qui ont tiré tous leurs gènes de leur mère et qui sont 3 bombes incroyables. Ils ont plein de traditions, genre au petit déjeuner, ils chantent la chanson du petit déjeuner tous ensemble. Pour Noël, ils font une fête de Noël où ils font une chanson tous ensemble aussi et tout. Ils sont extrêmement heureux. Donc c'est très bien pour Jerry. Il a une vie très médiocre au travail, aussi bien professionnellement que socialement. Là, on sait qu'il a un foyer très épanoui en tout cas, mais c'est un grand mystère de la série, même si à un moment on apprend qu'il a un très gros pénis. Tout en dehors de ce qu'on voit de sa vie au travail est le meilleur truc qu'on puisse imaginer pour quelqu'un, en fait. C'est ça. Moi, ça me fait beaucoup rire à chaque fois le truc de... Enfin, je le revoyais la dernière fois quand Ben rencontre sa femme pour la première fois, la femme de Jerry, et il est en bug total. Et Chris lui dit, je cherche pas à comprendre. Ça fait des mois que j'essaie de comprendre, je ne comprends toujours pas. T'aimes bien cette intrigue ? Oui, honnêtement, c'est pas ma préférée avec Chris. Je trouve qu'il est plus amusant quand il interagit de manière professionnelle que personnelle ou quand il est en opposition avec Ron, notamment sur leur régime alimentaire. What if I told you that I could make a turkey burger that tastes better than any other burger you've ever had? Challenge accepted. Cook-off later today in the courtyard. We're on. I humbly place before you my East Meets West patented Traeger turkey burger, an Asian fusion burger made with Willow Farms organic turkey, a toasted Taleggio cheese crisp, papaya chutney, black truffle aioli, and microgreens on a gluten-free brioche bun. Enjoy. Here's mine. It's a hamburger made out of meat on a bun with nothing. Add ketchup if you want. I couldn't care less. Never mind, this is better. Way better. Yep. Ça me fait beaucoup rire. Il y a tout un épisode où ils font un concours de burgers et ils ont des rapports très différents à la nourriture. En fait, il a un côté un peu lourd quand il est dans ses relations romantiques qui me gêne un petit peu. Et là, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'il a un côté très sweet dans tout le reste de ses intrigues. Et là, quand il voit cette meuf, tout de suite, il devient un peu... Il dit, bah oui, je vais déjeuner avec vous. Et il l'attrape. Et après, il dit, il va voir Jerry le lendemain. Il dit, on a couché ensemble 5 fois. Enfin, il y a un côté un peu dégueu qui me plaît pas trop. Après, il le fait avec une innocence... Oui, voilà. Mais c'est ça qui est un peu... Enfin, je préfère quand ces intrigues sont professionnelles. Mais là, ce qui est très marrant, c'est quand ils vont déjeuner tous ensemble et qu'il dit à Millie, le vélo caritatif, c'est littéralement un de mes intérêts sur Facebook. Puisque literally, c'est sa catchphrase, en fait. Ouais. Pawnee is literally the greatest town in the country. I can literally see my face in my shoes. This is literally the best thing I've ever eaten. Et parce que oui, il a vraiment trouvé son équivalent féminin, quoi. Et même à un moment, ils vont finir par rompre et il y a, je sais plus qui lui dit, vois le bon côté des choses, quand tu iras courir, tu pourras enfin courir à ta vraie allure parce qu'elle devait te ralentir. Il lui dit non, tu comprends pas, j'ai battu mes propres records grâce à elle parce qu'elle est très très efficace. Ah, le pauvre. Et il faut dire que c'est un épisode qui est écrit par Alan Young, qui ensuite a co-créé Master of None avec Aziz Ansari. Et qui est du coup un scénariste qui est assez reconnu maintenant à Hollywood. C'est marrant parce que c'était pas le mieux noté à l'époque quand il est sorti. Il était passé un peu sous les radars, je pense, l'épisode. Mais je pense que le fait que Treat Yourself rentre un peu dans la légende a beaucoup aidé à sa postérité. Ouais, totalement. Et est-ce que tu as une meilleure réplique ? Oui, needles in your face, pleasure in your base. C'est Donna qui dit ça. Moi aussi, j'aime bien I'm a Cashmere Velvet Candy Cane. Ouais. C'est Tom qui dit ça. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que du coup, Ben, qui est très très déprimé pendant tout l'épisode, à la fin, il est triste dans son costume de Batman. Et là, il y a Tom qui lui fait « J'ai juste une question.
Why so serious? Et c'est tellement bien fait, enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'adore aussi, il y a Ron qui dit par principe, je ne dis jamais quoi que ce soit qu'une personne veut absolument que je dise. Ouais. Ma première cérémonie de mariage a duré 2 heures parce que dès que le prêtre a dit répétez après moi, je suis devenue silencieux. Il y en a un autre qui est très très drôle et justement qui est assez mordante par rapport au personnage de Anne, c'est que justement elle dit c'était hyper cool d'avoir plein de petits garçons qui étaient à fond sur moi, et après tout de suite elle dit j'aurais pas dû dire ça. C'est ça, c'est quand elle a acheté le faux poisson. C'est assez sombre. Enfin pas le faux poisson, le vrai poisson. Une MVP, un MVP? Bah, le costume. J'allais dire pareil, le costume de Batman. Ouais. Ça ne peut être que ça. Même s'il y a un gros sac de chaussettes, franchement, c'est pratique aussi. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, quand il répare le Wi-Fi à la fin, en plus, il est en coloc avec Andy et April. Donc vraiment, enfin, sa vie, il n'y a rien qui va. Et quand il va à la fin pour réparer le Wi-Fi avec sa cape, c'est tellement drôle. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode d'une série qui nous a énormément marqué. Pour savoir de quel épisode il s'agit, il faudra nous écouter. Voilà. On vous dit à très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.